Alors, quand Vincent m'a demandé de parler, euh, il m'a donné un peu le choix de ce que je voulais faire par rapport au sujet. Il m'a parlé un peu des fondamentaux et je crois qu'il s'attendait à quelque chose sur l'attaque. Mais je trouve que défensivement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez, je trouve. Et je trouve que c'est un bon sujet par rapport pour votre avenir en tant qu'entraîneur. Alors, je parlais, alors, pendant cette présentation, déjà, je vais me présenter à moi pour que vous sachiez déjà qui je suis et pourquoi, d'où viennent un peu des idées que j'ai. Je vais parler de votre pourquoi, ça tombe bien parce que vous avez parlé après de motivation. Et pour moi, c'est primordial par rapport à ça. Et après, je vais vous montrer ce que nous, on fait ici à Monaco avec des vidéos de ce qu'on fait en match et après, comment on fait pour s'entraîner justement pour faire cela. Et à la fin, bien sûr, on va garder à peu près 15-20 minutes sur tout ce qui est questions-réponses euh, avec vous. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Alors, je m'appelle Kenny Grant, je suis américano-suédois. Euh, je suis né en Suède, mère suédoise et de père américain, qui était ancien basketteur pro dans les années 70, qui est venu en Europe jouer, puis il est venu entraîner en Europe, et notamment en France. Alors quand j'étais jeune, j'ai pu grandir en France. On a passé 2 ans au Mans, où il a coaché dans la même équipe Greg Beugnot, Jacques Monclar et Vincent Collet. Et puis c'est quand il est arrivé à l'élan Bernet Orthez, quand j'ai commencé le basket. Alors j'ai commencé le basket dans le Béarn. J'ai fait tout mon cursus basket traditionnel français. J'ai commencé un poussin et j'ai intégré le centre de formation de l'élan Bernet. Et puis à l'âge d'aller en espoir, pour moi j'ai toujours voulu repartir aux États-Unis. Alors je suis reparti aux États-Unis pour faire 2 ans de lycée. Et après, j'ai fait 5 ans d'université. J'ai transféré, mais j'ai passé 4 ans au collège de Davidson. Davidson qui est maintenant connu grâce à Steph Curry qui a joué là-bas. Et alors, moi, quand j'ai joué là-bas, je suis la personne qui est partie pour laisser la place à Steph. Alors, je rigole et je dis que la meilleure chose que j'ai fait pour l'université, c'est de partir pour donner ma place à Stephen Curry. Alors, en 2006, je finis mon cursus universitaire et je viens jouer en tant que basketteur pro. J'ai joué 11 ans, j'ai fait une carrière de 11 ans où j'ai joué aussi avec l'équipe internationale de Suède. J'ai pu faire les championnats d'Europe. J'ai joué un peu partout en Europe, mais la plupart de ma carrière a été faite quand même en France. J'ai passé 4 ans à Nancy, où on était champion de France en 2011, et j'ai pu faire l'année de l'Euroleague la saison d'après. Et j'ai pu retrouver cette photo là de Tony quand il est revenu pendant le lockout NBA avec ma belle posture défensive là. Alors j'ai joué jusqu'en 2017 et après j'ai passé ma reconversion en tant qu'entraîneur. J'avais une année un peu entre les deux où j'ai commencé justement mon diplôme d'entraîneur, le CQP, que vous faites maintenant avec Vincent. Et puis en 2018, j'ai passé mon DES en tant qu'assistant coach des Sharks d'Antibes. C'était l'année où on descend de G8 en Pro B. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis le coach du centre de formation de Monaco, où j'entraîne les espoirs. Et en même temps, je suis l'assistant coach de l'équipe de Suède senior. Et on joue en février les qualifications des championnats d'Europe en Turquie. Alors, voilà. Alors, j'ai une vision du basket que j'ai pu prendre d'un peu partout. Hein. J'ai eu la formation française, j'ai eu la formation un peu américaine. Et pendant ma carrière, j'ai pu jouer dans beaucoup de clubs en Europe. Notamment, j'ai pu faire une pré-saison avec le CSKA Moscou. Alors, j'ai pu jouer pour Ettore Messina. Et partout où j'ai joué, j'ai essayé vraiment de penser à voilà, qu'est-ce que ces coachs font qui les séparent, qu'est-ce qu'ils font
pour faire adhérer à l'équipe ce qu'ils veulent faire. Et pour moi, le plus important, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi alors, c'est pas quelque chose que vous allez trouver, je pense, tout de suite. C'est quelque chose qu'il faut vraiment ça prend beaucoup de réflexion. Il faut aussi essayer, voir ce qui marche pas. Mais pour, pour vraiment adhérer à quelque chose, c'est important que vous soyez très clair sur le pourquoi. D'accord Je vais expliquer plus, sans aller trop en détail. Mais par exemple, si vous voulez… Kenny, est-ce que tu m'entends? oui, Ouais, alors moi, je ne sais pas pour les autres participants, mais a priori, ils me font le même retour. On est bloqué sur la première diapo depuis le début. ah d'accord. Ouais, on est bloqué sur la première diapo. Moi, j'ai que Magic contre Ah Michael Jordan. d'accord. Alors je sais Tu vois? pas. Euh, bon, si je le fais… Peut-être parce que t'es passé en mode play, et du coup, le fait de mettre en mode play, je suis c'est passé en un mode… autre écran. Voilà, si tu fais comme ça, je pense que ce sera plus simple. D'accord. Et maintenant, vous voyez là? Ouais, moi, je vois bien LeBron en défense. D'accord, en le sommaire. D'accord. Bon, ben, Ouais, bon, je vais pas tout refaire, mais alors, non. voilà, pour que vous puissiez visualiser un peu le sommaire. Voilà, j'ai parlé du qui suis-je, je vais pas repartir dedans. Le pourquoi, et puis après, bien sûr, tout ce que nous on fait au quotidien à Monaco. Alors voilà, j'avais mis quelques photos sur le qui suis-je. C'est les années d'Orthez, quand j'ai pu jouer au tournoi NCA avec Davidson. Cette photo de moi en défense contre Tony Parker pendant le lockout. Et puis moi avec l'équipe de Suède et en tant que coach ici à Monaco. Alors voilà. Alors je reviens sur le pourquoi. Alors si vous voulez, par exemple, pour vous c'est très important la presse tout terrain. Vous voulez mettre une presse 1, 2, 2, peu importe. C'est important de vraiment vendre le pourquoi. Que l'équipe comprenne que, ok, écoutez les mecs, on veut augmenter la vitesse du jeu, on veut jouer plus de possession, on veut créer beaucoup de prises à deux, on veut pas que les autres équipes aient 24 secondes pour faire leurs attaques, on veut accélérer le jeu. Pour faire ça, on va faire une zone presse 1-2-2. Voilà. Et quand vous êtes très clair sur le message, c'est beaucoup plus facile après pour faire ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Alors, pour moi, mes deux objectifs défensivement, d'accord, c'est no paint, c'est pas de raquette. Je veux pas que la balle aille dans la raquette. D'accord? C'est numéro un. Oui, quoi qu'on fasse stratégiquement, donc vous allez avoir justement une intervention sur ça, sur tout ce qui est la stratégie défensive, tout ça. Mais quoi que nous on fasse, la règle numéro un, c'est pas de raquette. On ne veut pas laisser la balle aller dans la raquette et on ne veut pas de surnombre offensif. D'accord? Un surnombre offensif, c'est tout ce qui est 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 5, 5 contre 4, pardon. Alors, ça peut être des surnombres en transition. On fait beaucoup sur sur passer de l'attaque à la défense et pas juste revenir en défense, mais de passer en mode attaque, d'accord? Balle perdue, panier marqué, panier raté, vite, la transition. Alors, on fait beaucoup de drills où il y a beaucoup de transitions entre attaque et défense. Et après, sur tout ce qui est demi-terrain, la manière la plus rapide maintenant de trouver un surnombre offensif, c'est de faire un écran. Que ce soit un écran non porteur ou porteur. Sur tout écran porteur, on crée un 2 contre 1 le plus vite possible, entre guillemets. Alors pour moi, ces deux actions, ces deux objectifs, no paint et pas de surnombre, c'est la base de notre défense. D'accord? Alors, un exemple, c'est si un joueur vient faire un écran sur un ballon, un écran porteur, pas de surnombre, ok? Alors, si défensivement, on veut passer en dessous, on dit, ok?
ben, on ne va pas juste passer en dessous. La règle numéro 1, ce n'est pas de surnombre. Alors, si offensivement, on n'utilise pas l'écran correctement, ou si offensivement, on ne pose pas l'écran correctement, okay, l'objectif numéro 1, c'est la défense. Pour moi, c'est d'être physique et de repousser la défense. S'il l'utilise mal, il n'y a pas de surnombre et on reste tous un contre un et on a tous notre mec. Je veux qu'il y ait le moins de rotation, d'aide, des aides possible. Alors, plus on peut rester homme à homme, plus on peut rester devant notre vis-à-vis, pas donner de raquette, mieux c'est défensivement, dans mes idées à moi. D'accord? Alors, voilà. Alors, je suis très clair sur ça avec mon équipe. Et tous les jours, voilà, quoi qu'on fasse, c'est la priorité. C'est la priorité. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques. J'aimerais bien mettre ça en full screen. Attendez, je vais changer sur VLC. Euh, Vincent, Ouais, Kenny. vous voyez maintenant l'écran vidéo ou pas? Oui, parfaitement. Ok, très bien. Mais je pense que ça va saccader pas mal, hein. D'accord. Bon, ben, s'il faut, je peux remontrer la vidéo plusieurs fois. Ok. Alors, S'il faut, c'est à la carte celle-là que j'ai vidéo. mise en ligne, s'il y a besoin. D'accord, voilà. Alors, s'il faut, tu me le dis et je remets. D'accord. Alors, sur la première vidéo, je vais juste montrer quelques clips de ce que nous, on fait défensivement. Et je veux juste que vous regardez ces deux objectifs. Pas de paint et pas de surnombre offensif. D'accord? Alors, on est en rouge, on est en défense. D'accord? Est-ce que ça a marché? Plus ou moins? Alors moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien vu du tout. C'est totalement D'accord. saccadé. D'accord. Alors, dans ce cas, tu veux bien leur envoyer le lien et comme ça, ils peuvent Ouais, je vais le faire ça tout de regarder. suite. D'accord. Je vais faire ça tout de suite. Alors, il me faut juste 30 secondes le temps que je le retrouve. Pas de souci. Et je vous mets tous le lien dans les conversations WhatsApp. Ok, allez, j'ai le truc. J'ai plus qu'à copier. Je vous le mets là. Voilà, donc pour les P2, P3, c'est fait. Pour les P1 aussi. C'est bon, normalement, vous avez tous le lien. Vous avez tous le lien dans la conversation Teams et dans les conversations WhatsApp. Est-ce que vous avez reçu?
A priori, oui. Donc, Kenny, là, ils ont tous un lien YouTube avec la vidéo. OK? D'accord, très bien. Alors sur la Ça, vidéo, tu j'ai peux leur découpé, donner un timecode. voilà. Alors, vous allez voir, il y a écrit vidéo 1, vidéo numéro 1. Regardez toute vidéo 1 et dès qu'il y a écrit vidéo numéro 2, vous appuyez sur pause. D'accord? Et pareil, quand vous regardez, pensez à pas de raquette et pas de surnombre offensif. Papa. Mm. C'est bon, Kenny, si tu veux enchaîner, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. D'accord. Alors sur la vidéo, on voit bien l'intention de l'équipe de empêcher la balle d'aller dans la raquette. Voilà. Sans parler stratégie, voilà. Ça, c'est les objectifs défensifs. D'accord? Alors, comment on fait, nous, pour faire ça? Alors, d'accord? Maintenant, vous voyez ma présentation? Oui. Ouais, sans Oui. problème. Oui, très bien. Voilà. Alors, pour pouvoir faire ça, d'accord, il faut donner les outils pour les joueurs pour pouvoir le faire. Ok? On peut pas juste dire il faut que défensivement on fasse du step, enfin, sans leur donner les outils. D'accord? Offensivement, je pense que c'est un peu plus naturel, que tout le monde le fait. On travaille tous sur les qualités de passe, les tirs. Voilà, on décompose notre attaque sur, pour pouvoir faire cette attaque, il faut qu'on puisse donner la balle au poste, utiliser un pick and roll, dribbler, voilà. Mais souvent, on ne le fait pas sur le côté défense. Hein. Et pour moi, on ne peut pas demander à des joueurs de faire des choses si nous, en tant que coach, on ne leur donne pas les outils pour pouvoir y arriver. Alors, pour moi, il y a une grosse partie physique qui est très importante. Okay. Alors, je ne suis pas préparateur physique. Je sais des choses parce que j'ai pu les faire en tant que joueur. Voilà. On peut peut-être aller un peu plus en détail si vous voulez sur les questions-réponses à la fin, sur certains aspects, sur ça. Mais voilà, moi c'est pas mon domaine. J'ai un staff préparateur physique ici à Monaco. Et alors, moi, je leur dis, voilà ce que je veux, le résultat final. Et eux, ils s'occupent de rendre les joueurs capables de faire. Voilà. Alors après, il y a la partie technique, où c'est moi, où c'est mon domaine à moi.
Alors, sur trois aspects, je veux parler aujourd'hui. C'est sur votre stance défensif, votre position défensive, pour moi qui est très importante. D'accord? Et après, il y a deux façons de défendre. C'est le slide et le cross-step. D'accord? Je vais vous expliquer ça en détail. D'accord? Et quoi qu'on fasse, okay, il y a un coach, Cody Topper, il était coach individuel avec les Suns. Maintenant, il est un coach au Memphis Tigers à l'université de Memphis. Okay? Il a utilisé l'analogie de brush your teeth, brosser vos dents. Okay? Et j'aime beaucoup ça parce que on dit, ok, si vous voulez avoir les dents blanches, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se brosser les dents tous les jours. Voilà. Et si vous ne brossez pas vos dents pendant 10 jours et vous les brossez pendant 1 heure et demie, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est dans cette approche-là que on travaille tous nos fondamentaux, que ce soit le tir, mais surtout la défense. D'accord? Alors tous les jours, on passe 10 à 15 minutes à faire ces exercices que je vais vous montrer là. D'accord? Alors, avant de vous montrer la vidéo, ok? Pour moi, le stance défensif est très très important. D'accord? Toujours pareil, pour moi, la règle numéro 1, c'est pas de raquette, pas de paint. D'accord? Alors, pour moi, je veux pas qu'on ait un stance ouvert. D'accord? Pour moi, alors j'ai pris une photo de juste pour que vous voyez un peu les pieds où pour moi ils doivent être. D'accord? Alors, quand vous êtes sur une position défensive, il faut être éthique. D'accord? Il faut être éthique. Et pour moi, il faut que vos pieds soient orientés le plus droit possible et pas un pied vers l'extérieur parce qu'on ne peut pas pousser et être athlétique des deux côtés. D'accord? Alors, pour moi, défensivement, il faut être les pieds le plus carré possible. D'accord? Et dans ce cas, j'oriente vers ma droite, vers la gauche de l'attaquant, parce que mon pied droit n'est pas plus bas que le talon de mon pied gauche. Voilà. On voit ça sur la photo de gauche, comparé à la photo de droite, où c'est un stance ouvert. Et dans ce cas, on donne trop le couloir d'accéder à la raquette. D'accord? Deuxièmement, c'est sur le slide. D'accord? J'ai une vidéo, j'espère qu'elle a marché. D'accord, très bien. Alors pour moi, alors ça c'est un de nos joueurs qui revient d'une déchirure du ligament croisé. Vous voyez, ses pieds, ils sont plus ou moins vers l'avant, d'accord? Et le but c'est de pousser dans la direction où on va aller. D'accord? S'il va vers la droite, il pousse avec le pied gauche pour aller vers la droite. Et pareil inversement. D'accord? Ce que je ne veux pas voir, moi, dans mes équipes, c'est le pied droit, s'il va vers la droite, le pied droit ouvert pour aller dans cette direction. Parce que pour moi, on ne peut pas changer de direction après. D'accord? S'il va vers la droite et on lui demande de repousser vers la gauche, il faut qu'il remette son pied droit et qu'il repousse de l'autre côté. C'est pour ça que je demande à mes pieds d'être plus ou moins droits par rapport à ça. D'accord? Et l'autre effet, c'est quand on va pousser vers la droite, d'accord? On ne pousse pas avec le pied gauche pour aller vers la droite, mais on lève le pied gauche avec on rajoute un pas et on perd une demi-seconde. Voilà. Et on n'arrive pas à créer ce mur que j'appelle un peu défensif, d'accord? Pour empêcher les joueurs d'attaquer le milieu. D'accord? Voilà ce que je leur demande de faire quand ils slide. Maintenant, on va repartir sur la vidéo du lien que Vincent vous a envoyé. Et vous allez aller sur vidéo numéro 2. Moi, je la cale sur le lien. Voilà. Vincent, tu peux me faire un petit OK quand tout le monde y est ou pas? Ça marche, je te dirai. D'accord.
Elle est assez courte, la vidéo 2, donc je pense que tout le monde l'a vu là. J'ai tous les OK qui tombent. D'accord. Alors j'allais dire, sur les prochaines vidéos, là, je vais vous montrer. Alors, je voudrais vous parler en même temps que vous la regardez. Alors, si vous pouvez revenir au début de la vidéo 2. Alors, à 1h22. les deux premières actions, ok, ça va être des slides mal exécutés pour moi. D'accord? Si on repart sur la première action de la vidéo 2, d'accord? Et on stoppe juste quand le numéro 10 en attaque à la balle, d'accord? On voit notre défenseur, il est dans un bon stance, son pied gauche est droit, son pied droit est droit, son pied droit n'est pas plus bas que le talon de son pied gauche, d'accord? Et de là, il faut qu'il puisse pousser dans la direction où il veut aller. Sauf que quand l'attaquant attaque sa jambe gauche, d'accord, au lieu de pousser avec la jambe droite, d'accord, il lève la jambe droite, d'accord, ce qui fait qu'il n'arrive pas à se décaler, à slider aussi vite qu'il faut pour le stopper, d'accord. Pareil pour les grands, ok. Je crois que c'est très important pour les grands parce qu'on demande aux grands souvent sur tout ce qui est pick and roll de pouvoir, que ce soit step ou protection, de pouvoir slider, d'accord. Et alors pour les grands, c'est un exercice qui est très important pour justement empêcher les joueurs dans la raquette. Et là, on voit notre joueur numéro 33, d'accord, qui n'arrive pas à pousser bien avec sa jambe gauche pour pouvoir aller devant le défenseur, d'accord. Et la troisième vidéo, on voit très bien notre pivot numéro 12, d'accord, venir en aide, et on voit vraiment la différence entre quand il pousse avec son pied gauche pour slider, pour empêcher l'attaquant à aller dans la raquette, ok. Parce que pareil, la règle c'est no paint, no paint, no paint, ok. La vidéo numéro 3, c'est ce que moi j'appelle un cross-step. Un cross-step, c'est qu'on ne peut pas slider. Et si jamais on va vers la droite, d'accord, le pied gauche va cross, il va aller au-dessus du pied droit, d'accord. Là, on va voir des exemples de cross-step. D'accord. Alors, la vidéo numéro 1, c'est notre pivot qui le fait mal, d'accord. La vidéo 2, numéro 13 en défense, il fait un close-out semi-bien, mais il rattrape le fait, parce qu'il fait un bon cross-step, il arrive à revenir encore devant le défenseur. Et là, la dernière vidéo, c'est pareil, le numéro 13 en défense, et il est battu, et il cross-step, il a amené son pied droit complètement de l'autre côté pour revenir sur le défenseur. D'accord. L'instant, tout le monde est bon? Ouais, c'est bon pour tout le monde. Bon, d'accord. Alors maintenant, la vidéo 4. Alors, comment on fait pour travailler ça? Comment on fait pour travailler ça? Alors là, vous pouvez appuyer juste play. Ok. Alors, tous les jours, on fait entre 10 et 15 minutes de ces exos-là. Alors maintenant, ça va. Vous pouvez juste dérouler, je ne vais pas stopper. Et je vais vous montrer 10 minutes de mon entraînement. Ça, c'est ce qu'on fait entre l'échauffement, après que la préparation physique les ait échauffés un peu, et avant d'attaquer tout ce qui est jeu, voilà, on fasse 10 minutes à 15 minutes à faire des exos comme ça. D'accord. Le premier exercice, c'est vraiment pour travailler tout ce qui est slide et la capacité de rester bas, de bouger les pieds et apprendre les mécaniques de. Voilà. Et là, pour moi, ça, c'est se brosser les dents. Voilà. Alors, dans tout ce que je fais défensivement, je dis qu'il y a 3 niveaux. Okay. Niveau 1, c'est de pouvoir bouger les pieds correctement. Niveau 2, c'est de pouvoir bouger les pieds correctement en utilisant nos bras, nos envergures pour prendre de l'espace. Et niveau 3, c'est pouvoir faire ça et en plus parler. Alors, au début, on se concentre juste sur le niveau 1. Et dès qu'on commence à bien le faire, il faut commencer à pousser vers niveau 2, niveau 3. Là, on voit le même exercice sur cross-step. La capacité de pouvoir
cross-step et garder la poitrine face au défenseur, les bras levés, prendre de l'espace. Et pour moi, si on ne fait pas ça, hein, on ne peut pas demander à nos joueurs de le faire en match si on ne le travaille pas. D'accord? Maintenant, on est sur un autre exercice que je trouve très important, c'est de pouvoir slider sur des courtes d'espace. D'accord? La capacité de toucher et de repousser. La capacité de toucher et de repousser sans lever le mauvais pied. Et après, on fait une combinaison de slide ou de slide cross-step ou cross-step slide. Hein? Et là, maintenant, on est sur du cross-step slide. La capacité de cross-step et après de pousser avec le bon pied pour pouvoir slider. Si on voit d'autres joueurs qui est tout à fait à gauche, Boukari, là, il a un peu de mal sur le slide à pousser avec le pied gauche et pas à lever le pied gauche. Après, on fait aussi sur la réaction. On a un joueur en attaque, un joueur en défense. Et le but, c'est de savoir quand c'est qu'on slide, quand c'est qu'on cross-step. D'accord? Il faut apprendre à le faire mécaniquement. Et après, il faut que notre corps réagisse sur si je peux slider et rester devant lui en slide. Si je dois courir ou faire un cross-step pour le rattraper, il faut le faire. D'accord? Et je crois que c'est là où les difficultés viennent, c'est que voilà, on n'a pas toujours l'habitude de savoir quand faire quoi et de travailler notre corps à réagir sur ça. Dès que cet entraînement sur le temps on voit sur Keymotion il y a 15h37, a commencé, vous pouvez appuyer pause dès que c'est fini. Dès qu'on a commencé, il était 15h27. Voilà, on passe 10 minutes à faire des exos comme ça. En début de semaine, ça se peut que ça soit un peu plus long parce qu'on va faire des trucs, de la défense un peu tout le terrain. D'accord? Maintenant, sur la prochaine vidéo, un angle un peu plus près, j'ai filmé de notre salle annexe. On s'entraîne des fois aussi là-bas parce que les pros, quand ils ont des matchs de Eurocup, et là, je vous montre plus en détail l'exercice de slide qu'on faisait avant. On verra plus près. Ils sont sur du toucher, cross-step, toucher, cross-step. D'accord. Et après, on fait tout ce qui est close-out aussi. Close-out, slide. La capacité de pouvoir courir, se stopper et slider dans une direction tout en poussant avec les bons pieds. Après, close-out, cross-step, slide. On cross-step et puis on repasse devant pour slider. Et après, le dernier exercice, c'est voilà, la réaction de est-ce que je cross, est-ce que je slide, est-ce que je cross-step ou est-ce que je slide. D'accord? On va pu voir ces vidéos. Avant d'attaquer la vidéo numéro 4, on va repartir sur mon écran. Vincent, c'est bon? On voit mon écran encore? Oui, sans problème, on le voit. Super. Alors certains ces drills, en fait, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein. Les drills, ça vient d'un peu de tout le monde. Et je crois que c'est important que vous, par rapport à votre
pourquoi vous trouvez des choses qui matchent sur ce que vous voulez faire. D'accord? Alors moi, alors sur ces photos, il y a Alessandro Nocera, c'est le barbu chauve là. C'était mon assistant ici à Monaco. D'accord? Maintenant, il est parti pendant la saison à Baskonia, à Bilbao. Okay? Il est maintenant en charge de tout ce qui est travail individuel du centre de formation de Bilbao et de l'équipe pro d'Euroleague. Et lui et Roberto Iezzi, c'est un préparateur physique. Ils travaillent ensemble à Stellazur à Rome. C'est maintenant un gros centre de formation à Rome. Et je vous ai mis leur compte Instagram si vous voulez regarder. D'accord? Et ils ont déjà commencé à penser à ces drills et comment décomposer la défense sur des exercices qu'on peut travailler, comment on peut développer ces joueurs-là. D'accord? Roberto alors lui, c'est un préparateur physique. D'accord? Et lui, il fait pas mal de ses exos dans tout ce qui est la partie physique, comment préparer un joueur. D'accord? Et alors on a beaucoup échangé sur cette drill et voilà. Et ça c'est un peu ce que nous on a mis en place maintenant sur ce que moi je trouve qui marche pour notre équipe. Je vais vous montrer d'autres exos que moi j'ai pas filmés mais qu'on utilise aussi, qui sont de Roberto. Je vais mettre play là. C'est un peu tout ce qui est la partie tout terrain qu'on fait surtout en début de semaine, lundi, mardi. D'accord? Et là, on voit deux joueurs de Jérusalem qui travaillent la capacité de cross-step, cross-step, cross-step jusqu'à demi-terrain. D'accord? Ou la capacité de slide, cross-step. Slide, cross-step, slide, cross-step. Tout avec le but de rester devant notre défenseur, de ne pas donner de surnombre offensif et d'empêcher la balle d'aller dans la raquette. D'accord? Maintenant, j'aimerais bien que vous repartez sur la vidéo. D'accord? La vidéo 4. Et maintenant, avec tout ce que je vous ai expliqué, de ce qu'on essaie de faire. D'accord? Raquette, pas de surnombre, et vous voyez comment on le travaille. D'accord? Maintenant, je voudrais que vous regardiez la vidéo numéro, d'accord? Et voir si vous pouvez maintenant mieux visualiser ce qu'on fait et comment on arrive à voilà. Alors maintenant, le reste de la vidéo, ça va juste être des défenses encore, d'accord? Et si vous voulez, après, je peux même aller un peu plus en détail sur la stratégie un peu de ce qu'on veut faire. Mais voilà, regardez la vidéo 4 maintenant, avec après avoir dit tout ce que je vous ai expliqué. La capacité des joueurs de slider ou de faire du cross-step avec l'objectif de pas de raquette et pas de surnombre offensif. A priori, les premiers ont fini de voir la vidéo. D'accord. Alors maintenant, j'ouvre à vous un peu si vous avez des questions sur ce qu'on fait ou si vous voulez avoir un peu plus de détails sur certains aspects ou si vous voulez que j'explique un peu plus certaines vidéos
n'hésitez pas à demander. Il y a Eva qui a levé la main. Vas-y, Eva. Bonjour Kenny déjà. Moi, c'était juste pour savoir pour les vidéos de slides sur celles où elles étaient mal exécutées. C'était potentiellement pour l'intérieur 33. C'est plus une vitesse d'exécution qui lui manquait plus qu'autre chose, non? Alors, je vois laquelle vous voulez parler. Alors, il était mal positionné pour moi. Ok. Il était. On peut repartir sur la vidéo et je peux la. Alors. Je vais voir. Et à. Reste 7 minutes 20. On se. C'est bon? Oui. D'accord. Alors pour nous, alors maintenant je vais parler un peu stratégie aussi, d'accord? Alors pour nous, tout ce qui est en haut de la raquette, d'accord? On pousse tout à gauche, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on donne à gauche, mais on oriente à gauche pour pouvoir couper le terrain en deux, d'accord? Pour deux raisons. Parce que quand la balle est en haut et que tout le monde sait ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus facile défensivement à être prêt. Et deuxièmement, parce que je trouve que en général, les joueurs sont beaucoup moins à l'aise à faire des passes au-dessus du défenseur avec leur main gauche qu'avec leur main droite. Alors, comme avant, quand j'ai dit, chaque fois qu'il y a un écran, d'accord, j'appelle ça challenge. On challenge, on essaie d'aller au-dessus et de forcer l'attaquant à mal exécuter. C'est pas un sport de combat, mais c'est un sport de contact. D'accord? Et ça, j'insiste beaucoup sur ça. C'est qu'on a le droit à avoir du contact. Il y a du contact légal et des contacts illégaux. Et il faut pousser tout ce qui est contact légal. Alors, on a même le droit à faire 4 fautes. Hein? Alors, il faut jouer physique. Il faut pas hésiter alors voilà. Alors, si offensivement, on challenge, alors là, on voit le défenseur fait la passe. Alors, son choix numéro 1, c'est de blow up the screen, il est plus physique que l'attaquant. Dans ce cas, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas rien, tout le monde reste un contre un. D'accord? S'il fait ça, pour qu'il y ait un écran, le screener, il doit voir bouger un peu, monter un peu l'écran pour pouvoir passer l'écran. Et dans ce cas, on peut passer en dessous. D'accord? On ne peut jamais passer en dessous sans qu'il y ait un challenge physique avant. D'accord? Et après, on pousse vers la gauche, et dans ce cas, le défenseur du 33 défensivement, voilà. Alors là, il y a eu une erreur, parce qu'il y a eu un hand-off, et quand il y a un hand-off et on veut passer en dessous, on appelle ça troisième personne, c'est-à-dire que le défenseur, le numéro 6, notre défenseur, le meneur, il faut qu'il passe en tant que troisième personne. Il faut que ce soit le numéro 10 de Chalon-Reims, le screener, notre défenseur, et le 33, il faut qu'il soit en quatrième. D'accord? Alors là, nous, notre défenseur, il est mal positionné et il fait même un écran sur notre joueur. D'accord? Alors pour moi, il doit être plus bas que notre défenseur, le 6. Alors, il faut qu'il ait les pieds juste en haut de la raquette. D'accord? Et sur le premier dribble de 10, il faut qu'il soit déjà plus bas défensivement. D'accord? Il n'est pas en position pour pouvoir pousser, pour pouvoir slider. Alors, je crois qu'il essaye de slider, mais il est un temps en retard parce qu'il est un peu trop près du screener, alors que s'il était un
un peu plus bas physiquement sur la raquette, un peu et plus bas en stance athlétique, avec un poussé de slide, il aurait pu y arriver. Ok. Et Oui. j'ai une deuxième petite question, ça serait plus pour les jeunes Oui. cette fois, au niveau de la formation. Si je prends mon cas, j'ai un jeune qui est vraiment pas du tout athlétique, il est très petit, il a quasiment pas de muscles, et même si on travaille sur ça, c'est quand même compliqué avec le confinement et tout. Du coup, est-ce que c'est quand même dans ses capacités de faire ce type de défense ou pas? Oui. Alors, je vais prendre. Alors, pour moi, il y a un aspect un peu physique qu'il faut travailler. Je vais juste trouver les notes que j'ai écrites sur ça. Alors, pour moi, il y a quatre un peu secteurs. La première, c'est la mobilité des niveaux des hanches. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui travaille sur le long terme. C'est pas quelque chose qu'on peut, voilà, on voit des résultats très minimum sur du court terme, mais c'est tout ce qui est augmenter la mobilité de tout ce qui est niveau hanche, d'accord, pour pouvoir être en position défensive, pour pouvoir slider. Alors c'est pas forcément beaucoup de muscu pour des jeunes, mais ça peut être tout ce qui est travail d'échelle de rythme, euh, juste des positions, d'être en position de stance défensif contre mur. C'est des exos avec des bandes élastiques, de trouver le max et de rester en statique. Voilà, c'est tous ces exos-là qui permettent d'ouvrir un peu les hanches, d'accord, et en fait, il faut trouver la force dans les amplitudes. Voilà. Alors ça, c'est pas des choses où on demande de mettre 150 kg. C'est des tout petits poids, mais c'est des choses qui permettent aux joueurs de pouvoir slider, être bas. Voilà. Après, il y a tout ce qui est explosivité, tout ce qui est sprint court, okay, générer de la force rapide. Alors ça, c'est tout ce qui est des petits slide course, des petites courses. Voilà. Je crois que ce que les jeunes ont du mal, c'est de ralentir. Hein, parce que c'est tout ce qui est travail excentrique, il me semble. Voilà, mais tout ce qui est jeune, ils ont du mal à ralentir, stopper, okay, parce qu'il faut de la force. Alors ça, un jeune, on ne va pas lui demander d'avoir ça, mais je crois que si on commence déjà à les entraîner à décélérer, ça va les aider. Okay. Après, je vais parler pour des joueurs un peu plus âgés. Après, il faut travailler tout ce qui est les forces. C'est quadri, ischio et fessier. Ça, c'est le traditionnel squat, deadlift, good morning, tout ça. Voilà. Et après, il y a tout ce qui est gainage dynamique. Skiato, je ne vais pas dire juste faire du gainage plank, non. C'est plus des exos voilà, des exos de résistance avec la bande, avec les bras devant vous, des exos en mouvement. Voilà, je ne suis pas un expert dans ça, mais c'est plus dans. Et pour moi, ça, c'est des exos qu'on peut faire même des joueurs de jeune âge, parce qu'il n'y a pas de poids, c'est des poids, c'est le poids du corps, c'est des bandes élastiques, c'est des choses comme ça. C'est bon? Ok, merci. Pas de souci. Ceux qui ont levé la main, n'hésitez pas à prendre la parole. Sébastien, Fabien, J-Max. Bonjour, c'est Sébastien là, qui parle. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ok, super. Bonjour Kevin. Du coup, j'avais une question par rapport à ce que tu fais en ce moment au centre de formation de Monaco.
Quelles sont les consignes que tu donnes sur les close-out? Tu as donné une partie, je pense, de la réponse quand tu as dit que vous orientez en majorité, donc à gauche, du coup, dans les consignes. Mais est-ce que tu as d'autres consignes aussi et comment tu l'abordes à l'entraînement avec les joueurs? Alors, alors, voilà. Toujours avec l'intention de. Alors, déjà, le close-out, c'est la partie la plus difficile à défendre. A vraiment un avantage. Alors, pour moi, la meilleure manière de défendre un close-out, c'est de ne pas forcer de close-out. Si personne n'est battu, s'il n'y a pas de rotation, il n'y aura jamais de close-out. Voilà. Alors, pour moi, il y a les close-out courts, je vais dire. Alors moi, quand je demande d'aider, je demande d'aider haut. Je vais voir s'il y a une vidéo où je peux qui peut montrer ça. Voilà. Alors, si vous prenez la vidéo numéro 1 et vous allez sur il reste 8 minutes 20, c'est ce clip-là. Alors, c'est au premier quart-temps, il reste 1,42 à peu près. D'accord. Et on voit une aide de numéro 3, essentiellement. Alors, pour moi, il faut aider haut. Alors, plus bas on vient dans l'aide, plus bas la balle arrive dans la raquette, plus dur c'est pour faire un close-out. D'accord. Plus on est au niveau de l'attaquant, d'accord, si on peut aider haut et revenir, ça force déjà ça enlève les passes directes, d'accord, parce que pour pouvoir lui faire la passe, il faut que ce soit une passe un peu lobée, où il y a le temps de revenir, ou une passe à terre, où il y a le temps de revenir, d'accord. Et sinon, sur un close-out un peu plus difficile, je veux dire, d'accord, la règle numéro 1, c'est, voilà, on va pas empêcher le joueur de tirer, alors, on peut pas empêcher un joueur de tirer, d'accord, mais on peut essayer de diminuer son pourcentage, d'accord. Alors, c'est le passeur, d'accord. Est-ce qu'on a mis assez de pression sur la balle pour pas que la balle aille sur une passe rapide, hein. J'utilise l'exemple de jouer aux fléchettes, d'accord. Est-ce qu'on laisse les passeurs être des joueurs de fléchettes qui peuvent viser et faire des passes parfaites dans les mains des shooters, ou est-ce qu'on peut rentrer dans les joueurs physiquement et forcer des passes qui n'arrivent pas exactement dans les mains? Ça aide le close-out. Si on met la pression sur la balle et que ce n'est pas des passes parfaites. Et deuxièmement, c'est on close out, le but c'est de courir vite, ralentir, d'accord. Voilà, s'il shoot, mais c'est un tir contesté, d'accord. Et par contre, s'il drive, il n'y a pas de raquette. Alors il faut, sur un close-out, sur un angle, il faut attaquer l'épaule qui est le plus. Est-ce que c'est bon sur l'explication? Je peux essayer de montrer un peu. Voilà. Mais sur un close-out, voilà, c'est pas que pour moi, c'est pas que la responsabilité de la personne qui close out. Quand il y a un jeu à deux, voilà, on n'est pas 50% responsable et 50% responsable. On est tous les deux 100% responsables. Pour moi, le défenseur de la passe, il est tout aussi responsable du close-out parce qu'il a laissé la passe venir parfaitement aussi. Voilà. Alors, c'est pas juste la personne qui close out. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Je sais pas, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Bonjour Omar, bien. Bonjour, coach. Ouais.
j'avais une question en fait sur la vidéo et puis une autre question que, pas qui me taraude, mais en fait, sur la vidéo, est-ce que sur les exos là, on peut les faire tous les entraînements en guise d'échauffement ou bien? Mais pour moi, il faut être un peu plus échauffé que. Il faut déjà être un peu échauffé pour pouvoir le faire. Ok. Mais voilà, avant que nous on attaque tout ce qui est du jeu d'opposition, on fait ça. Ok. Voilà, Donc, on passe à peu près. Voilà, alors nous on a la chance de s'entraîner quasiment 2 fois par jour. Alors voilà, je parle de brosser les dents, mais on fait tout ce qui est brosser les dents offensif le matin. ok. On passe beaucoup de temps sur le travail individuel, le shooting, tout ce qui est offensif. Et avant d'attaquer tout ce qui est collectivement, je mets toujours des rappels Ouais, des principes de jeu, quoi, des principes de base défensive. Ok. Et Voilà. l'autre question, en fait, c'est parce que j'avais un coach, il disait que pour défendre, il faut avoir 25% de technique défensive. Ouais. Et puis 25% de, comment ça s'appelle encore, de physique. Et après, les 50 autres pourcents, c'est plus l'envie, quoi. Est-ce que Exact. vous confirmez ou... Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer la présentation à parler du pourquoi. Ok. Hein, et alors, l'objectif, c'est pas de faire la rotation. Mon coach universitaire, il disait ça, il disait de faire un close-out et de laisser le joueur vous battre. C'est comme dire, vous êtes docteur, l'opération était un succès, mais le patient est mort. Non, non. Le but, c'est d'empêcher la balle d'aller dans la raquette. Ok. Numéro 1. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour. Voilà, il n'y a pas de raquette, pas de surnom offensif. C'est ça les objectifs. L'objectif, c'est pas de forcer gauche, forcer droite, close out. Non, l'objectif, c'est pas de raquette, pas de surnom défensif. Ok. Et c'est pour ça, je crois que quand votre coach dit 50%, voilà, c'est ça le 50%. Et après, c'est comment on peut les aider à arriver à faciliter. Et ça, c'est la partie technique, jeu de jambes, tout ça. Donc, le but, c'est déjà contrôler son duel et puis avant de penser à l'aide, quoi. C'est déjà oui, contrôler son voilà. joueur. Ouais. Pour moi, c'est si vous restez devant, il n'y a pas d'aide, on reste tous homme-homme et il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de close-out. Voilà. Sauf que le basket est fait pour que l'attaque a un avantage. Alors, on veut essayer de minimaliser l'avantage. Ok, ça marche. Ouais, parce que j'avais un jour, quand j'étais à Dijon, en Régional 3, mais lui, physiquement, il n'était pas costaud. Mais lorsqu'il défendait sur un joueur, tu sentais plus l'envie de défendre sur le gars qu'autre chose, quoi. Parce qu'il ne te lâchait pas. Ouais. Bon, merci. Plus de questions. Pas de souci. Après, je crois aussi, on entraîne une équipe, d'accord, mais il ne faut pas oublier que, comme tu dis, ce joueur, c'est les individus. Et il y a des individus, il y a des joueurs qui sont très dans le challenge individuel, où il faut les motiver dans jamais ce mec qui te bat. Jamais ce mec qui te bat. Pour lui, ça lui parle. Alors qu'un autre joueur, ça peut être plus le fait de travailler ensemble qui est plus important. Et que si je fais ça, je vais aider l'équipe à mieux défendre. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'en tant qu'entraîneur, oui, il faut avoir des idées globales, mais aussi il faut pouvoir parler aux joueurs individuellement sur peut-être que les motive eux, comment on fait pour stopper ou comment on fait pour. Si on fait ça, si tu fais ça, on va gagner. Ou si tu fais ça, tu vas jouer, peu importe. Mais voilà, il faut trouver aussi la motivation de chaque joueur. Ok, merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour Kenny, bonjour à tout le monde. Moi j'ai une question par rapport à un petit peu la philosophie, le fait d'interdire la raquette. Comment tu fais la balance par rapport au jeu extérieur? Et donc du coup tu m'envoies dans les vidéos qu'il y a beaucoup de tirs extérieurs.
Et par rapport un peu à la philosophie moderne du jeu, où ça cite beaucoup à l'extérieur maintenant, à 3 points notamment, comment tu gères les efforts de tes joueurs par rapport à ça? Parce que du coup, ça te demande beaucoup de dépenses entre protéger la raquette et sortir à l'extérieur rapidement. Pardon, ça avait coupé et j'ai raté la milieu partie de l'action. Alors, ouais, je repose la question. Je dis par rapport à ta philosophie de protéger la raquette à tout prix et l'évolution un petit peu moderne du jeu, acheter beaucoup à l'extérieur, comment tu gères, tu vois, cette dépense énergétique voilà, en obligeant tes joueurs à faire beaucoup d'allers-retours sur l'extérieur à 3 points? Comment tu amènes ça et comment tu le gères au niveau physique dans le match? Oui, alors, voilà. L'esprit, c'est que on va pas empêcher les joueurs de shooter. Genre, il n'y a pas de match où c'est 0-0. Les équipes, s'ils vont shooter, ils vont shooter. Et il y a beaucoup plus de tirs à 3 points. Mais par rapport ce que je trouve, par rapport à mon expérience et aussi par rapport aux statistiques qui ont été faites, c'est que quand on shoot, même à 3 points, sans que la balle aille dans la raquette, votre taux de réussite, votre point par possession est beaucoup plus basse que si la balle est rentrée dans la raquette et ressortie et qui a forcé un close-out. Voilà. Alors, il y a des situations où ils ont marqué contre nous. Hein. Et voilà, c'est des situations que moi, je peux vivre avec parce que je me dis que s'ils nous battent en marquant 80 points en plus comme ça, félicitations, vous êtes meilleurs que nous. Parce qu'on ne peut pas tout enlever, mais on peut vivre avec certains. Voilà, si vous allez nous battre parce que vous avez mis que des tirs comme ça, ben bravo. Donc, du coup, c'est un choix que tu as fait par rapport aux statistiques et au fait que si la balle va dans la raquette et ressort, il y a plus de réussite à 3 points en fait que s'il tire directement à 3 points, sans être passé par l'intérieur. Voilà, alors, pour aller même encore plus loin, j'essaie de penser à qu'est-ce que moi je veux faire offensivement. Ce que moi je veux, ben dans ce cas, je veux enlever ça défensivement. Et moi, offensivement, je veux que la balle est dans la raquette. Parce que si la balle est dans la raquette, ça force des aides, ça ouvre des décalages et on peut trouver, j'appelle ça un flow un peu offensif. Où la défense, ils sont que sur du rattrapage. Voilà. La seule situation où je veux pas qu'il y ait un tir rapide sans que la balle est dans la raquette, c'est en transition. Et ça, on revient sur la situation de surnombre offensif. S'il y a un tir sur une transition parce qu'ils ont fait un bon 5 contre 4, voilà. Ça, par contre, je veux pas parce que ça augmente aussi les chances de rebond off. C'est la seule situation où je veux pas qu'il y ait un tir rapide. Mais sinon, dans du 5-5, si offensivement, il faut un tir après 3 ou 4 passes sans que la balle est dans la raquette. Ça te va, quoi. Ok. Et justement, pour rebondir aussi là-dessus, au niveau de la pression, parce que là, on en parle, peut-être tu vas en parler après, mais sur la pression porteur de balle, tout terrain, tout ça, comment tu vois les choses justement pour. Alors, pour moi, c'est raquette premier. Alors, quand il y a un repli, c'est raquette. Une fois qu'on est dans la raquette, après, boum, 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 on match. Si on arrive à aller dans la raquette et après mettre beaucoup de pression sur la balle, tant mieux. Mais je veux pas qu'on mette de la pression sur la balle pour ouvrir des surnombres derrière. Donc, sur le repli défensif, en fait, priorité raquette, pas de pression. Voilà. Pour moi, c'est revenir et vite. Une fois qu'on est placé, j'appelle ça créer un mur un peu. Parce que le but, c'est voilà, pas de raquette, pas de surnombre. Et dès qu'on est revenu, après on peut commencer à pousser et remonter la pression défensive. D'accord. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? J-Max, j'ai vu que tu avais levé la main tout à l'heure. Tu n'as pas de questions? Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, le temps est venu de te dire merci, Kenny, pour ta disponibilité. Vincent, oui. Il y avait une question de Romane sur WhatsApp. Ok, je te laisse la poser alors. Ok.
Du coup, c'était pour savoir, Kenny, quel repère donnes-tu à tes joueurs pour passer du slide au cross-step? Le repère, c'est pas de se faire battre. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. C'est dur à dire si l'attaquant fait ça, il faut faire ça. Le but, c'est de rester devant lui. Et il y a des joueurs qui arrivent à slider beaucoup plus vite que d'autres joueurs, alors que d'autres, ils n'ont pas la vitesse de slider, alors ils sont obligés de faire un cross-step. Voilà. Mais en règle générale, plus tes pieds peuvent être au sol en même temps, ce qui est un slide, plus facile c'est de changer de direction, s'il faut changer de direction, tout ça. Alors, on privilégie le slide, mais si il faut faire un cross-step pour rattraper et pour rester devant le joueur, il faut faire un cross-step. Et si on n'est que sur du cross-step en demi-terrain, on va se faire battre. Voilà. Sur le tout-terrain, c'est beaucoup plus dur à slider. Et dans ce cas, et on le voit, tous les meneurs qui pressent tout-terrain, c'est beaucoup plus de cross-step ou de course. Voilà, moi j'appelle ça cross-step parce qu'on croise les pieds. Mais il y a beaucoup plus de cross-step sur du défense tout-terrain. Mais sur le demi-terrain, on veut privilégier le slide. Merci pour elle. Merci, Kenny. Merci. Écoutez, bonne continuation et j'espère que ça vous a donné un autre point un peu et vous pouvez réfléchir un peu sur votre pourquoi et pourquoi vous mettez des choses en place. Je crois que le plus clair votre vision est, plus facile ça va être de relayer le message et de faire passer le message à vos joueurs. Ok. Bon, Kenny, un grand merci pour ta disponibilité tôt un dimanche matin. Excuse-moi, Vincent. Ouais. Juste une dernière question, si c'est possible. Bon, bah, allons-y, il n'y a pas de souci. C'est Max de Canada. Ouais. Ça va? Oui, Kenny. Ouais. J'ai une dernière question par rapport à ce que tu as dit par rapport au fait toujours de protéger la raquette. Du coup, comment tu varies tes défenses? Comment tu vois si tu passes sur une presse, sur une zone presse, sur une presse tout-terrain, toujours avec cette idée de protéger la raquette, comment tu gères justement ça en fait? Alors, je fais pas beaucoup de presse tout-terrain. Je peux faire une presse, je fais une presse 2-2-1 après un lancer franc, mais plus pour ralentir l'attaque, pour qu'ils aient moins de temps de faire leur attaque après. C'est pas vraiment pour piquer la balle, c'est plus pour juste ralentir, pour qu'au lieu d'avoir 18 secondes pour attaquer, ils ont que 12 secondes pour attaquer. Voilà. D'accord. La seule manière où moi je vais vraiment faire une attaque tout terrain 1-2-2 où on doit attraper, c'est que si on est en fin de match et on perd et il faut absolument piquer la balle. Et dans ce cas, on appelle ça, on est dans du gamble, il faut prendre des chances et on est obligé d'ouvrir quelque chose. Alors oui, on va attraper, mais le but c'est on trappe pour essayer de piquer la balle. Parce que si on la pique pas, de toute façon ils vont avoir un surnombre et de toute façon on est derrière. C'est pas vraiment. C'est plus pour, voilà, si on fait une presse, c'est pour être agressif, pour piquer la balle et pas pour stopper l'adversaire. Du coup, tu joues pas sur le fait, tu vois, de mettre la pression sur la fébrilité de la montée de balle ou des choses comme ça. Si tu repères, en fait, tu vois, par rapport à l'équipe en face, l'équipe adverse, tu vois que des fois, juste en mettant une zone de 2-1 pour ralentir, ils perdent la balle juste parce que voilà. Mais plus on monte de niveau, plus c'est difficile, ça, je trouve. D'accord. Voilà. Je vois pas le plus-moins de faire ça. Je vois pas voilà, à moins qu'ils sont vraiment mauvais, mais dans ce cas, s'ils sont mauvais, on va les battre quand il arrive. D'accord. Mais voilà, je vois pas pour moi, c'est plus un calcul. Est-ce que c'est vraiment gagnant-gagnant pour peut-être piquer une balle, mais derrière, ils ont eu 3 tirs ouverts sur un truc que je voulais pas donner.
Ok. Ça marche, merci. Cette fois-ci, il n'y a plus de questions ou pas? Bon. Et ben, dans ce cas, encore une fois, merci Kenny pour ta disponibilité. Voilà, bah écoute,